Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon bilan lecture du mois de juin. Comme tous les mois, j'ai préparé ma petite pile de lecture et pour chacun de ces livres, à chaque fois, je vous donnerai un petit pitch, un micro-résumé sans spoiler, mais surtout mon avis sans tabou. Et aussi un petit mot qui me tient à cœur. Il y a beaucoup de personnes sur les réseaux qui lisent énormément, j'en fais partie. Et effectivement, ça peut paraître énorme de lire plus d'une dizaine de livres par mois. C'est énorme d'ailleurs. Mais sachez que ça, il faut pas le comparer. Parce que si je lis autant, c'est parce que j'ai beaucoup de temps. C'est ma passion première et je sacrifie aussi beaucoup d'autres choses pour avoir le temps de tout lire. Donc vraiment, que vous lisiez un livre par mois ou 20 livres, c'est totalement ok, d'accord? Voilà, c'était juste le petit point avant de commencer et on va pouvoir s'y mettre avec le tout premier qui est un thriller. Je n'en lis pas beaucoup parce que je suis une véritable chochotte, c'est-à-dire que j'ai très peur dès qu'il y a un truc qui fait un petit peu flipper dans un livre et j'aime pas trop tout ce qui est angoisse, anxiété, etc. parce que je suis très sensible. Mais celui-ci, je l'ai reçu avec le prix poche parce que je suis jury du prix poche Relais Kit Kat, donc j'étais obligée de le lire pour pouvoir donner ma notation. Pour ce qui est du pitch, on est sur un thriller domestique qui est extrêmement angoissant, sur des thématiques de famille, de couple, de mensonges, de trahison, avec clairement un rythme insoutenable et surtout un suspense de zinzin, parce qu'on va suivre Marissa, qui est la maman du petit Milo, qui après l'école est allée jouer chez un copain, et lorsqu'elle se rend à l'adresse à laquelle son enfant est censé être, pour venir le chercher après cette petite journée jeu entre copains, la personne qui lui ouvre la porte ne sait absolument pas de quoi elle parle. Elle est retraitée et elle a clairement pas d'enfant à l'école, elle n'a jamais entendu parler de Milo, et là les deux comprennent qu'il y a un gros problème. Et tout de suite l'angoisse commence pour Marissa, où est passé son fils. Bah ça pour le coup il va falloir lire le livre pour le savoir. Et sincèrement, c'est quelque chose que je vous conseille parce que j'ai tellement aimé ce livre. Déjà parce que ça commence très fort, étant donné que le résumé que je viens de vous faire, c'est uniquement les 5-10 premières pages. Donc on rentre tout de suite dans l'action. Et après tout le reste, c'est de la pure surprise. Ensuite, côté rythme, j'ai trouvé que la plume était ultra pertinente. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui s'accélèrent beaucoup dans l'histoire et ça se ressent en termes de plume. Ça monte crescendo, c'est très rapide. Et à l'inverse, dans les petits moments de flottement côté histoire, justement, l'ensemble se ralentit aussi. Et du coup, on vit cette attente insoutenable avec Marissa. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Côté intrigue, pour le coup, par rapport à toutes les questions qu'on se pose tout au long du livre, moi personnellement, je me suis fait mener en bateau tout le long. Et c'est quelque chose que j'adore dans les thrillers. Clairement, je pouvais pas le voir venir. Et en même temps, c'est plutôt bien construit. Donc franchement, du début à la fin, j'ai aimé. Je l'ai dévoré. Et je suis sûre que vous le dévorerez aussi si vous choisissez de le lire. C'est le coucou de Charlie. Vous êtes habitués maintenant avec les bilans. Elle vient toujours me voir quand je tourne mes vidéos. Donc c'est son petit moment de gloire. Ah oui, tu ronronnes? Après, ça va pas être pratique pour présenter les livres, par contre. Ensuite, sur celui-ci, on va pouvoir passer assez vite. Il faisait aussi partie de la sélection du prix poche. Il s'agit de Comment voyager dans les terres oubliées. Et pourquoi on va passer assez vite? Parce que je l'ai clairement DNF à 100 pages. Voilà, donc je vais pas pouvoir rentrer dans le détail. Ici, on est dans le transsibérien au 19e siècle, dans un univers dystopique un petit peu spécial parce qu'il y a un peu un monde coupé, on sait pas trop quelle créature il y a vraiment dedans. Et surtout, dans ce train, il se passe des choses assez bizarres. Notamment, la disparition du père de Maria, qui va décider du coup d'embarquer pour essayer d'en savoir un peu plus. Que vous dire, à part que, franchement, c'est long à se mettre en place. La plume est très lourde. La mise en page aide pas du tout, c'est-à-dire que des fois il y a des pages où il n'y a que un gros paragraphe, des phrases de parfois 10-15 lignes, c'est pas forcément digeste et pour ma part je suis très sensible à ça. Je m'ennuie assez facilement et clairement à partir du moment où déjà 100 pages j'ai du mal, je me voyais pas du tout finir les 450 donc j'ai préféré le DNF. Mais peut-être que ça plaira à certaines personnes, hein. Je dis pas le contraire, tout ce que je dis c'est que c'était clairement pas fait pour moi. Et c'est dommage parce que l'intrigue avait l'air sympa. Ensuite on peut passer sur un énorme coup de cœur, giga méga trop gros coup de cœur, avec Divine Rivalité de Rebecca Ross, le premier tome, que j'ai pour le format poche qui vient de sortir. Et alors là, on est sur une romantaisie young adulte incroyable. Les petits mots-clés, ça va être guerre et champ de bataille, mythologie, mais aussi échange épistolaire. Dans ce livre, on va suivre Iris, qui est une jeune femme qui vit dans un monde qui est en guerre à cause des dieux. Elle est journaliste, elle vit avec une mère totalement dépressive et alcoolique, et un frère qui décide d'aller au front. Donc elle vit une vie assez solitaire, mais elle adore son travail, elle en est passionnée, et elle, son but, c'est vraiment de devenir reporter. Sauf que malheureusement pour elle, elle a quand même un concurrent dans le journal dans lequel elle travaille. Il s'appelle Roman, et entre eux, franchement, ça fait des étincelles. Ils ont du mal à rester dans la même pièce. Vraiment, la vibe est pas très bonne, quoi. Sauf qu'un jour, Iris va commencer à envoyer des lettres à son frère, et pour une raison que je ne peux pas vous expliquer, ce n'est pas son frère qui va les recevoir, mais c'est Roman. Et à ce moment-là, c'est le début d'une relation épistolaire incroyable, qui est vraiment sublimée par une plume qui est d'une poésie incroyable. J'ai rarement lu un livre aussi doux en termes de plume, en termes d'écriture, c'était beau, c'était vraiment splendide. L'histoire est assez lente, je tiens quand même à le notifier. Malgré tout, personnellement, je me suis pas ennuyée, parce que leur relation et la beauté des mots utilisés, que ce soit dans leur dialogue ou pour décrire leurs sentiments, m'a totalement portée au point que le manque d'action ne m'est pas particulièrement touchée. En plus de ça, je trouve qu'il y a quand même pas mal de mouvements, je n'en dirai pas plus, mais il se passe pas non plus rien. Voilà, je sais que c'est quand même quelque chose qui déplaît à beaucoup, et c'est pour ça que beaucoup de gens n'ont pas aimé le livre, donc je tiens à le notifier. Sur moi, ça n'a pas été le cas. Et franchement, que vous dire de plus, Roman, quel homme! Vraiment un book boyfriend comme on en rêve tous les jours. Et j'adore, c'était trop bien. Et je tiens aussi à dire que je l'ai trouvé particulièrement original de par justement le cadre de guerre. C'est pas quelque chose qu'on lit tous les jours, et j'ai trouvé ça assez poignant
bien et ça fait aussi passer pas mal de messages, notamment par rapport à notre monde, quand on le met en parallèle avec certaines guerres qu'il y a chez nous, quand on fait des comparatifs entre certains dirigeants et les dieux. Je vais peut-être un peu loin dans le discours politique, mais là pour le coup je trouve que ça prend de la place dans ce livre et du coup ça a fait que j'ai encore plus aimé. Pour moi c'était encore un bon point pour ce livre. Voilà, que vous dire, lisez-le. Ensuite, un livre que j'ai DNF et je pense que ça va en surprendre beaucoup, messieurs dames, Onyx Storm. Alors, bon, je vais pas en faire tout un pataquès côté pitch et côté résumé, je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'il y a de grandes chances que vous ayez déjà entendu parler de Force Wing. Celui-ci, c'est le tome 3. Et alors, déjà pour le contexte, j'avais adoré Force Wing, c'est-à-dire que ça avait été un énorme coup de cœur. Je l'avais lu en anglais, donc j'avais pas trop eu les problématiques de c'est écrit petit et la traduction est à chier. Du coup, je m'étais clairement laissé porter. C'était très cliché effectivement, mais en même temps, c'était addictif de fou. L'univers était très chouette. J'avais beaucoup aimé la plume, en anglais tout du moins. Ouais, franchement, ça avait été un petit coup de cœur. D'où mon énorme déception sur le tome 2 que j'avais pas du tout aimé, parce que je l'avais trouvé d'une lenteur pas possible. Les personnages étaient exécrables et franchement très insupportables. J'avais l'impression d'être face à des lycéens ou à des... bref, des jeunes quoi. Les personnages étaient trop jeunes par rapport à ce que je peux accepter en termes d'immaturité, que ce soit dans leurs relations ou même dans leurs pensées. Franchement, il y avait rien qu'à aller dans le tome 2. Mais je gardais espoir en me disant, bon, c'était peut-être un tome d'entre-deux qu'elle avait pas trop aimé écrire, on sait pas, on va lire le 3 au cas où. Et bah franchement, j'ai écouté 25% en livre audio. Voilà, j'ai pas tenu plus, je ne pouvais pas. C'est-à-dire que dans les 25% que j'ai écouté, il se passait rien. Je pourrais littéralement, je vais pas le faire hein, pour pas vous spoil, mais je pourrais littéralement vous résumer ça du livre en une phrase. Voilà. Donc autant vous dire que j'ai beaucoup trop de livres qui ont l'air incroyables dans ma palle pour gâcher du temps sur un livre qui ne me tente plus, une saga qui ne me tente plus. Donc je DNF cette saga. Ça me rend triste hein, parce qu'il y avait quand même du potentiel, mais là franchement, flemme. Je demanderai à quelqu'un de me spoil quand tout sera fini. Ensuite, j'ai aussi lu ce mois-ci Quand nos os retourneront à la Terre, qui est la dernière sortie de V.E. Schwab en France. Pour le petit pitch, les petites thématiques, on va être sur des vampires, des relations toxiques, un multiple POV parce qu'on va suivre 3 jeunes femmes, avec une chronologie assez complexe et pas mal de flashbacks. Donc c'est pas un livre qui est accessible à tout le monde, clairement. Pour ce qui est du résumé, on va suivre le destin de Sabine, Charlotte et Alice, qui vont toutes les 3 se rencontrer à des moments particuliers de la chronologie de ce livre, qui vont chacune les unes avec les autres avoir des relations soit très complexes, soit très courtes, mais toujours avec un lien par rapport justement au fait d'être un vampire, la transformation, etc. C'est assez compliqué pour moi de vous le résumer sans spoil, donc je vais pas pouvoir vous en dire plus. C'est-à-dire que la plume est quand même assez lourde, en plus de ça, c'est quand même un gros pavé, on est à plus de 700 pages. On est très porté sur la psychologie des personnages, donc il y a beaucoup de lenteur, qui ne sont pas aidés par tous les retours en arrière, les flashbacks, le changement de POV, etc. Ça peut y perdre certains. Moi personnellement en tout cas, je me suis pas perdue, mais ça m'a un peu fait décrocher. C'est-à-dire que j'ai perdu de l'intérêt au fil de l'eau, même si les personnages sont dingues, l'histoire aurait pu être incroyable. J'y allais un petit peu à reculons, je vais pas vous mentir, à partir du milieu, je savais plus si je passais un bon moment ou pas parce que j'avais plus vraiment envie de rouvrir mon livre. Et en même temps, quand je me remettais à lire, bah j'aimais bien ce qui se passait, donc compliqué. Et finalement, pourquoi est-ce que je suis autant en demi-teinte? C'est surtout parce que je suis vraiment restée sur ma faim, dans le sens où la finalité de l'histoire me fait dire bah tout ça pour ça. Parce que vraiment, encore une fois, les personnages étaient ultra intéressants, mais finalement, l'intrigue, ça pêche un peu. Donc pour ma part, j'avais adoré Galant de V.E. Schwab. J'avais pas lu La vie invisible d'Adi Larue parce que je pensais, au vu de toutes les critiques, tous les avis que j'avais lus, que ce serait pas pour moi parce que trop lent justement et trop contemplatif. Typiquement, je pense que les personnes qui ont aimé La vie invisible d'Adi Larue pourraient aimer celui-ci, et ceux qui n'ont pas aimé pourraient ne pas l'aimer comme moi. En gros, je dis pas que c'est un mauvais livre, je dis juste que c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Ensuite, j'ai enfin lu la suite de The Ravenhood, le tome 2. Ici, on est clairement sur une dark romance. Je vais vous donner les tropes uniquement du tome 1, parce que si je vous donne celle du tome 2 ou de la saga dans la globalité, ça va vous spoil, donc je vais pas le faire. Du coup, on est sur des relations familiales assez compliquées, un small town, des relations multiples, je peux pas trop vous en dire plus là-dessus pour le coup, et surtout, beaucoup de spicy. Côté petit résumé, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Cecilia, qui vit avec sa mère depuis qu'elle est toute petite parce que son père n'en a clairement rien à faire d'elle alors qu'il est pété de thunes. Il lui envoie ainsi qu'à sa mère vraiment le strict minimum légal. Du coup, les deux, elles galèrent jusqu'au jour où elle va bientôt avoir sa majorité et du coup son père lui explique que si elle veut toucher une partie de son héritage, elle va devoir venir travailler 1 an dans l'une des usines de son père. Du coup, pour aider financièrement sa mère, elle va accepter ce deal et se rendre à Triple Fall, qui est l'endroit où vit son père. Et dès son premier jour à l'usine, elle va tomber sur un jeune homme qui s'appelle Sean et qui a énormément de charisme et qui va rapidement lui ouvrir un peu la porte à un monde qu'elle n'aurait jamais soupçonné, entre gangs, complots et politique. Et franchement, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Après, comme pour ce second tome, c'est des livres dans lesquels il se passe pas grand chose et pourtant on est accroché tout le long. Je m'explique. L'intrigue de fond, elle est ultra intéressante. Il y a des choses qu'on a vraiment envie de savoir, mais en même temps, c'est pas rocambolesque, il y a pas des explosions toutes les 2 secondes. Il y a des moments qui prennent vraiment beaucoup de temps, il y a quelques lenteurs et pourtant on s'ennuie pas. En plus de ça, les différentes relations qu'on va trouver à l'intérieur de cette saga, elles sont full tension, donc ça nous tient aussi en haleine. Les scènes de Spicy sont très olé olé, donc elles correspondront peut-être pas à tout le monde, mais si vous aimez bien le smut, clairement vous serez servi. Et déjà dans le premier tome, il y avait pas mal de surprises, quelques
quelques plot twists. La fin était d'ailleurs incroyable. Du coup, j'avais hâte de lire celui-ci et je suis heureuse de l'avoir lu. Enfin heureuse, j'ai quand même beaucoup pleuré parce qu'il y a des choses qui se passent qui sont horribles. Il y a clairement deux parties, le rythme est un petit peu particulier. Je saurais pas trop comment vous l'expliquer parce que, encore une fois, je ne veux pas vous spoil, donc je vais pas en dire trop. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Par contre, j'ai du mal à comprendre ce qui va se passer dans le tome 3 parce que là, en soi, la fin du 2 se suffirait à elle-même. Voilà. Donc je sais pas trop, mais du coup, je vais devoir lire la suite pour comprendre. Franchement, je vous la conseille, cette saga, elle est chouette. Ensuite, ce mois-ci, j'ai aussi lu Veda s'en va. Ici, on est sur un livre tranche de vie avec des personnages queer et les questionnements qui peuvent être associés à leur construction à l'adolescence. Et franchement, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on va suivre une jeune femme qui s'appelle Veda, qui vit avec ses demi-frères et sœurs, ses parents divorcés qui sont un petit peu spéciaux, le tout à Dunkerque. Ça vend pas du rêve, on va pas se mentir. Jusqu'au jour où elle rencontre Frankie, qui est une jeune ado, tout comme elle, qui vient de Berlin pour passer une année. Et Veda, elle va rapidement déjà se nouer d'amitié avec elle, mais surtout, elle va aussi se rendre compte qu'elle lui envie beaucoup sa liberté sur beaucoup de choses, et qu'entre elles, il y a peut-être pas que de l'amitié. C'est vraiment un livre qui est sur la découverte de soi, je l'ai trouvé bien écrit et assez intéressant. Par contre, pourquoi est-ce que moi j'ai pas particulièrement accroché? Je pense que c'est pas forcément un livre sur lequel il y a une double lecture. Il serait très intéressant, je pense, pour certains ados, notamment à l'adolescence et aussi surtout s'ils ont des questionnements sur leur identité et leur sexualité, à partir de 14-15 ans, je dirais. Par contre, comme je vous le disais, c'est pas forcément un livre qui pourrait parler en tant qu'adulte. En tout cas, moi personnellement, ça ne m'a pas parlé. J'ai bien aimé ma lecture, ça se lit très vite en plus, donc aucun souci de ce côté-là. Mais j'ai pas été happée. J'ai pas eu de moment où j'ai eu des petits sourires de ah, je comprends ce que l'autrice essaye de me faire comprendre. Non, on n'est pas pour moi vraiment sur un livre young adulte qui parle aux plus de 30 ans. Comme ça peut parfois être le cas sur d'autres. Donc intéressant, mais pas coup de cœur. Ensuite, ce mois-ci, j'ai aussi commencé Dévoreur d'hommes, le premier tome. C'est la duologie spin-off de Cruel garçon perdu que j'ai adoré. On est sur une revisite du mythe de Peter Pan de manière très spicy et très dark. Voilà, là on va suivre deux personnages notamment. Ceux qui connaissent la saga, en gros, on va parler de Crocodile et de Crochet, qui vont se lancer dans une quête comme on l'apprend à la fin du 4e tome de la saga d'origine. Encore une fois, je veux pas vous dire pour ceux qui n'ont pas lu Cruel garçon perdu, je voudrais pas vous spoil, donc je ne dirai rien de plus. À part que franchement j'ai adoré. On retrouve la plume qui est très vulgaire, mais aussi très directe et addictive. Le smut et le spicy qui est bien écrit, ultra original. Que vous dire à part ça? La tension, les dialogues de zinzin, ça va vite, il se passe des trucs, l'univers est cool. Moi je ne peux que vous le conseiller, c'est vraiment un guilty pleasure. J'en suis pas fière, mais en même temps j'aime trop, donc je suis obligée de vous le dire. Et alors là, on va enchaîner sur 4 dark romances, parce que j'en ai lu pas mal ce mois-ci, en plus du coup de The Ravenwood que j'ai présenté juste avant. La toute première, c'est Heartless Manor, le premier tome d'une duologie. Ici on va suivre Asteria qui est clairement la fille d'un raté, qui pour rembourser une dette va décider d'essayer de vendre sa fille à deux hommes pétés de thunes, qui ne sont autres que Atlas et Neven, qui vivent dans un grand manoir gothique, qui sont vraiment très spéciaux, très violents, très difficiles, bref. Et Asteria va donc être leur captive. Franchement, je vais pas vous mentir, l'histoire elle tient pas debout. Alors y a rien qui tient debout là-dedans, c'est pas logique. Après, je m'attends pas à un truc logique avec de la dark romance dans ce genre-là. Faut juste en avoir conscience, on est vraiment sur de la dark romance ultra cliché. Après, c'est pas particulièrement mal écrit, au contraire. J'ai trouvé que la plume était assez intéressante. Cependant, est-ce que ça compense le cringe de certains passages? Je ne sais pas. Donc voilà, moi je suis assez en demi-teinte. J'ai passé un bon moment en lisant, j'ai envie de connaître la suite parce qu'il y a quand même un petit truc qui me titillait dans celui-là, qui me donne envie de comprendre, d'avoir des réponses à certaines questions. Mais est-ce que je vous le conseillerais sincèrement? Si vous êtes fan de dark romance, lisez-le, je pense que vous aimerez. Si vous aimez bien les bonnes dark romance, celui-là il est peut-être pas fait pour vous. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Contrainte, donc Vendetta, pareil, on est aussi on est aussi sur une duologie pour le coup. J'avais adoré le premier tome. Pour les thématiques, on va être sur une maison close, des relations toxiques et aussi une dette, dans le premier tome en tout cas. Parce qu'on va suivre une jeune femme qui s'appelle Catalina, qui doit une dette à un énorme gang très dangereux. Et pour pouvoir les rembourser, elle va se prostituer dans une maison close, où elle a vraiment pas une vie très cool, mais elle va en plus s'empirer lorsque sa maison close va être rachetée par Drake, qui n'est autre que le dirigeant du plus gros gang. Encore plus gros que l'autre gang. Bref, vous vous en doutez, entre les deux, il va y avoir beaucoup de tension. Attention tout de même, c'est quand même très violent. Il y a des choses très toxiques, mais par contre, qu'est-ce que c'est addictif. Le premier tome, je l'avais lu en 24 heures, il m'avait fait faire une nuit blanche. Le deuxième tome, je l'ai aussi lu en 24 heures, il m'a pas fait faire une nuit blanche, mais parce que je l'ai commencé plus tôt dans la journée, donc j'ai pas eu besoin d'attendre la nuit pour le finir. Voilà, tout simplement. Franchement, je sais pas ce que cette autrice met dans ses livres, mais c'est incroyable. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. J'avais peur qu'il y ait de la romantisation. En tout cas, après avoir lu ce deuxième tome, je trouve que non, ou en tout cas pas par rapport à mes limites. Donc j'apprécie, parce que c'était vraiment ce qui me faisait peur. Et voilà, franchement, si vous aimez la dark romance très violente, avec pas mal de smut quand même, je tiens à le notifier, beaucoup d'action et beaucoup de tension et beaucoup de pics dans les dialogues, etc. Ajoutez-le à votre wishlist, vous me remercierez. Ensuite, du coup, toujours une dark romance, Quand tu seras mienne, qui est aussi le premier tome d'une duologie. Là, pour le coup, on est sur un stalker, des histoires de famille et des meurtres. Et alors là, un petit peu comme Heartless Manor, bah, je sais pas trop quoi vous en dire. Parce qu'en gros, on va suivre Aiden, qui a tué le père de Calista, et qui, depuis ce meurtre, est vachement intrigué par elle, et il décide de la stalker, tout simplement. Elle a forcément envie d'enquêter sur la mort de son père, qui est vraiment... Bah, clairement, elle sait qu'il s'est fait assassiner, en gros. Sauf que pour des raisons que je ne vous dirai pas, les deux vont se rencontrer, ils vont nouer une relation un peu spé, bref, ça tient pas trop debout. C'est très cringe, c'est très vulgaire. Franchement, il y a des
réaction, j'étais en mode bah non en fait, ça ne colle pas, c'est pas... Non, arrêtez. Et en même temps, bon, ça se lit quand même très bien. C'est fluide, c'est addictif. En fait, c'est ce qu'on attend d'une dark romance américaine cliché. Voilà, tout simplement. Donc si c'est votre style, je pense que vous pourriez aimer. En plus, il est quand même assez court. Donc ça se lit super vite. Il y a aussi de la tension, pas mal de scènes de smut. Encore une fois, si vous aimez les bonnes dark romances, c'est pas forcément vers celui-ci que je vous orienterai, ça vaut quand même le coup que vous lisiez résumé. Et enfin, lui pour le coup, je l'ai pas du tout aimé. Même si je comprends qu'on puisse l'apprécier, parce qu'il y a quand même des points qui sont intéressants. Et il s'agit de Chain, du coup. Et d'ailleurs, je suis très triste parce que je le trouve incroyablement stylé et beau. J'ai adoré le jaspage. Mais bon, en gros, pourquoi je suis passée à côté? Au niveau des thèmes, on va pas mal parler de religion, de relations toxiques, de mensonges. Le tout avec vraiment un mood un peu thriller. Parce que dans ce livre, on va suivre Parker qui est parti du jour au lendemain de sa petite ville paumée, sans prévenir personne, sans donner aucune explication et aucun signe de vie, jusqu'à son retour, un an plus tard, de manière assez mystérieuse du coup. Et une fois rentrée, il y a quelqu'un qui va rapidement se rendre compte qu'elle est de retour, c'est son ex, Jaël, avec qui elle a eu une relation du coup à l'adolescence, particulièrement tumultueuse, immature et toxique, sauf que lui il l'a jamais oublié et il va faire de son mieux pour savoir au moins pourquoi elle est partie, pourquoi elle l'a abandonné. Il y a tout un côté vraiment comme je vous le disais très thriller, il y a un énorme suspense sur l'intrigue, et franchement ce côté-là je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que je l'ai trouvé ultra intéressant, j'ai été surprise, il y a des plot twists, j'ai été tenue en haleine du début à la fin, vraiment très chouette, en plus c'était original, mais malheureusement ça n'a pas du tout relevé le niveau du cringe de la relation. En fait quand je lis une romance, que le cadre et l'histoire sont incroyables, c'est charmé, mais si j'accroche pas avec la romance ou avec les personnages, vraiment c'est dur. Et là, j'ai pas accroché avec la romance, j'ai pas accroché avec les personnages, c'était ultra cringe sur plein de trucs, ultra immature. Encore une fois, là c'est même pas que j'avais l'impression d'être face à des étudiants, j'avais l'impression d'être face à des lycéens tout le long, et franchement ça m'a vachement bloqué. Je comprends qu'on puisse aimer, mais alors moi vraiment je pouvais pas. Pourtant le book boyfriend il y a des trucs qu'il fait et j'étais en mode ah ouais ok pas mal, mais en fait 2 minutes après il l'appelait bébé parce qu'il l'appelait bébé à chaque phrase et ça me cringeait trop, donc je retournais en arrière, c'était vraiment pas fait pour moi. Je suis passée à côté et je trouve ça dommage parce que je pense que encore une fois c'est un livre qui a beaucoup de choses pour lui, mais moi je suis passée à côté malheureusement. Je comprends qu'on puisse l'aimer, mais ça l'a juste pas fait avec moi. Ensuite côté livre audio que je n'ai donc pas entre mes mains pour vous les présenter, j'ai enfin lu la suite de Heartless Hunter qui est clairement maintenant une de mes duologies préférées. En romantasy c'est juste incroyable. Au niveau des thématiques on va être sur une romantasy slow burn. Quand je vous dis slow burn c'est que c'est un vrai slow burn. Enemies to Lovers, quand je vous dis Enemies to Lovers c'est un vrai Enemies to Lovers. Le tout dans un univers qui est ultra accessible et pourtant super bien construit avec un world building qui est dans les points de détail. Un univers visuel que je trouve particulièrement original. Et franchement j'avais adoré le premier tome. Je l'avais trouvé vraiment incroyable. Il m'avait mis une grosse baffe. Parce que pourtant j'en ai lu des romantaisies. Donc pour qu'on me mette une claque comme ça fallait y aller. Et en fait je trouve que le deuxième tome est totalement à la hauteur du premier. J'ai perdu quelques petites sensations que j'avais adorées sur le tome 1 mais j'en ai découvert de nouvelles sur celle-là. Donc bon pourquoi pas. Leur relation elle est dingue. La tension elle est dingue. Les personnages ils sont incroyablement bien construits. L'histoire est bien construite. L'intrigue elle tient vraiment debout. On voit qu'il y a eu de la réflexion derrière. Les plot twists. Alors là je me suis fait avoir à tous les coups. Non franchement je ne sais pas quoi vous dire à part vraiment lisez cette duologie. Si vous aimez la romantasy young adulte bien construite. Incroyable. Vraiment je saurais pas quoi vous dire de plus quoi. Vraiment je ne comprends pas qu'on ne l'aime pas cette duologie. Je juge pas mais je comprends pas. Donc lisez-le. Et ensuite le dernier livre du mois que j'ai aussi lu du coup en livre audio c'est le premier tome de l'Empire des femmes. On est encore sur une duologie. Décidément il y en a de plus en plus j'ai l'impression. Et ça faisait un moment que j'en entendais parler. Apparemment c'était incroyable. Et bah vous savez quoi, on ne m'a pas menti. Par rapport au thème on va vraiment être sur quelque chose de très féministe, sur les inégalités etc. Le tout dans un empire avec de la rébellion, une relation slow burn, des challenges, un côté un peu gladiateur et tout. Non franchement trop bien. En gros on est dans un univers un petit peu inspiré de l'Empire romain je dirais, avec une mythologie totalement créée pour l'univers, toute une société qui fonctionne d'une manière un petit peu particulière parce qu'elle est clairement matriarcale et avec grande violence et une grande intensité. C'est-à-dire que les hommes sont considérés comme des esclaves, si tant est qu'on les garde en vie déjà, mais bref, et les femmes dirigent et en fait il y a un petit peu que les femmes qui ont vraiment le droit de vivre. Et nous dans ce monde-là on va suivre deux personnages. D'un côté il y a Adonia qui est donc une jeune femme, qui est la fille d'une des gouvernantes en fait de cet empire, qui a énormément de pouvoir, d'argent etc. Et d'un autre côté on va suivre Helios qui est donc un homme et qui a été élevé sur l'île en gros des hommes dans laquelle on envoie tous les bébés hommes et on les laisse dépérir sur cette île maudite. Sauf que tous les ans, certains de ces hommes présents sur cette île sont amenés dans la grande ville où il y a toutes les femmes, dont Adona, pour un énorme tournoi dans lequel ils vont se battre à mort avec des jeux d'intelligence, de force, etc. pour pouvoir faire leurs preuves auprès de la gente féminine pour qu'elle puisse choisir des géniteurs. Voilà, parce qu'il faut quand même si on déteste les hommes, faire des bébés. Donc il leur faut des géniteurs et c'est avec ce grand tournoi que les jeunes femmes peuvent choisir leurs hommes aux enchères. En gros.
Encore une fois, je ne vais pas vous dire ce qui se passe parce que je veux pas vous spoil, mais vraiment, j'ai été happée par cet univers qui est extrêmement bien construit. On voit vraiment que l'autrice a fait beaucoup de recherches, elle est allée dans le détail, le world building il est complet, il est recherché. Franchement, j'ai été surprise parce qu'on est vraiment sur des points de détail, il y a un imaginaire qui est très intéressant. D'autant plus par rapport à la voix qui est féministe et vraiment portée sur la justice et les inégalités. Le parallèle qu'on peut faire, encore une fois, politique par rapport à notre monde et à la société patriarcale, mais aussi par rapport aux inégalités entre les origines, les religions, etc. C'est clairement incroyable. Pour moi, c'est un livre qu'il faut lire à partir de, je dirais 16-17 ans, même s'il y a quand même des trucs un peu trash. Parce qu'en fait, je pense que ça peut apporter vraiment un regard très critique sur notre société. Et je dis bien à partir de, parce qu'il n'y a pas d'âge pour le lire ce livre. Je pense qu'il peut plaire à tout le monde. Il est ultra bien construit. Et encore une fois, la romance, pour le coup, apporte beaucoup. Parce qu'elle est bien écrite, qu'elle est cool, que les personnages sont profonds. C'est du slow burn, on est sur clairement un enemies ou en tout cas un rivals to lovers. Donc, que vous dire, à part que j'ai beaucoup aimé. Le cliffhanger de fin est incroyable. J'ai donc hâte de lire la suite. Et voilà, hein, encore une fois, un banger, donc je vous le conseille. Et voilà pour mon bilan du mois. J'espère que je vous ai donné envie de lire certains de ces livres, ou au moins que je vous ai un petit peu intrigué. N'hésitez pas à venir papoter en commentaire pour me dire quel livre vous avez lu ce mois-ci, vos coups de cœur et vos déceptions. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet.